Moi je suis Mathieu Pichot, donc le directeur du Centre Ressources Autisme à Pays de la Loire. Je vais avoir juste un petit mot d'introduction, après je vais laisser la parole. Et puis c'est surtout l'équipe qui va animer la demi-journée et notamment la deuxième phase qui sera une phase plutôt d'atelier. Là on va commencer par ce petit temps là entre guillemets en plénière avec quelques prises de parole et puis ensuite on aura quasiment 2 heures d'atelier là sur la pièce dans laquelle on était juste avant. Sur lequel vous pourrez naviguer de table à table pour aller explorer un petit peu ce qui vous intéresse. L'idée dans cette phase atelier, c'est de recréer un petit peu le déroulé que vous pouvez connaître dans les structures dans lesquelles vous êtes en train de déployer cette mesure de repérage. Une phase plus administrative vraiment en amorce, et puis cette phase après d'évaluation, un peu de repérage, pour aller ensuite sur les questions d'accompagnement. On essaie de recréer ça sur différents ateliers. Vous pourrez aller sonder, explorer les différentes phases qui peuvent être intéressantes pour vous. J'en profite peut-être, en attendant, donc Benjamin, pour vous présenter la collègue Solène Auger, qui est chargée de mission qualité projet au sein du CRA. Et c'est la cheville ouvrière de cette mesure en termes de logistique organisationnelle, de gestion de projet. C'est vraiment le pivot et noyau sur le volet gestion. Et puis également Julie Bellenberg, qui est notre médecin coordinateur donc de l'équipe du CRA, qui est la médecin référente des 2 antennes du 44 et du 85. On fonctionne beaucoup en émi-région, donc on parle d'émi-région ouest et est. Et elle est la coordinatrice médicale de ce projet particulièrement pour le repérage des écoutes. Voilà le petit aperçu pour l'instant de l'équipe, et puis le reste de l'équipe se présentera de fait tout à l'heure sur le temps des ateliers. Qu'est-ce qu'il fait Alors, je peux juste évoquer aussi on est donc dans cette semaine journée mondiale pour nous de l'autisme avec cette journée du 2 avril. J'essaie de meubler un petit peu Benjamin. C'est très bien, c'est très bien. Donc, la journée mondiale de l'autisme que vous connaissez, 2 avril, on a été avec le CERA là, sur le front sur pas mal d'actions différentes. On avait notamment hier après-midi des portes ouvertes, présentation du jeu Deadline qu'on a mis, vous pouvez regarder ça tout à l'heure, mais un petit jeu qu'on a créé là il y a quelques mois, qui parle des stades de développement de l'enfant, plutôt dans un développement classique. Et l'idée c'est une fois qu'on maîtrise bien finalement ces étapes de développement classique, c'est de pouvoir voir les écarts à la norme. Donc on a pris le temps hier après-midi de présenter ce jeu-là sur chacun des départements de la région, donc à l'occasion de cette journée mondiale. On a également été présent auprès d'Autisme 49 sur le département du Maine-et-Loire, sur une projection de film suivi d'un débat. Ça avait lieu vraiment le mercredi 2. Et puis on sera présent également avec Autisme 44 demain sur la Loire-Atlantique, une grosse journée avec multi-interventions. Donc Julie ira intervenir là-bas avec le professeur Bonebrio et Sophie Viette qui sera également présente en animation. Voilà le cadre, et c'est aussi pas un hasard du coup qu'on fasse cette journée réflexe aujourd'hui. On voulait vraiment le lier finalement à cette dynamique autour de l'autisme et ces communications diverses qui peuvent avoir lieu. Voilà pour le cadre de contexte. Je vous explique un petit peu le déroulé de la journée. Ce matin donc on aura finalement 3 interventions successives. D'abord Benjamin Meyer, représentant donc de l'ARS. Je vous remercie représentant de l'ARS d'être présent avec nous. Donc Benjamin Meyer est responsable du parcours des personnes en situation de handicap au niveau de l'ARS. Sophie Biette va également intervenir donc, en tant que présidente de l'ADAPI LA. Non, je ne crois pas d'intervenir. Avec cette casquette-là, en tout cas, c'est. Non, c'est pas avec cette casquette que j'interviens. Tu as cette casquette-là, et tu interviendras avec la casquette de représentante au niveau national et du comité national de la stratégie nationale autisme. Et c'est effectivement à faire ce prisme-là que tu nous diras quelques mots. Et puis donc, Julie ensuite va embrayer pour vous expliquer, reprendre en tout cas avec vous les grandes étapes et les grands déroulés là, qui ont eu lieu depuis maintenant 3 ans. On a commencé à dérouler cette mesure en 2022, si je ne me trompe pas. Oui, il y a 3 ans. Voilà, en guise d'introduction brève, je vais pas être plus long, le format. Et puis donc, l'objectif c'est à 13h
On termine, on repasse plutôt dans la salle d'à côté, on déjeune ensemble pour ceux qui veulent en tout cas partager un peu le repas, mais ça peut être une manière informelle aussi de continuer un peu les échanges. Et le mot d'ordre, c'est qu'à 14h moins 10, on est complètement libéré de tous les espaces parce que ça enchaîne sur un autre événement ensuite. Et on a eu une commande très précise de la part de l'ICO de vraiment libérer les événements. On sera précis là-dessus. Je vais être un peu garant du temps là, au fil de la matinée, donc éventuellement vous solliciter pour raccourcir un peu les propos s'il fallait. Benjamin, je te laisse la parole, non pas le micro, sauf si tu en as besoin, il y en a ici. Non, normalement, ça devrait aussi. Ça devrait être parfait. Merci beaucoup Mathieu, bonjour à tous et à toutes, et merci à la fois de nous avoir sollicités, mais surtout d'avoir organisé ce temps ce matin. On est vraiment ravis au nom de l'agence, du directeur général que j'ai l'honneur de représenter, Jérôme Jumel, et puis également, je vous prie de bien vouloir excuser Elodie Péribois, notre directrice de l'autonomie et de la santé mentale, qui aurait dû être présente également cette matinée, mais voilà, qui n'a pas pu, en tout cas qui a été retenue au dernier moment. Donc en tous les cas, pour nous, agence, c'est voilà, un moment important, et on souhaite avec vous et avec le centre ressources autisme marquer le coup dans cette mesure 12. Pourquoi ? Parce que c'est important de faire passer toujours et encore finalement un certain nombre de messages que nous, agence, mais avec vous, les opérateurs, les acteurs sur le terrain, et avec le CRA, eh bien, nous mettons en musique finalement au quotidien. Et le premier de ces messages, ça reste qu'effectivement, on doit concevoir notre système de soins, d'accompagnement, de notre organisation, la réponse que nous donnons dans nos activités, à la réponse justement des besoins de la personne. Et c'est en cela que ça doit guider notre action, en positionnant, en ayant vraiment la personne au cœur de nos politiques, au cœur de nos solutions, de nos décisions, tous ensemble. Et pour ce faire, on a quand même 4 points cardinaux qu'il est important aussi de rappeler et de véhiculer dans nos établissements, dans nos organisations. Le premier de ces points cardinaux, ça fait toujours du bien de le rappeler tout de même en 2025, c'est l'autodétermination de la personne, le respect de ses droits, le respect de ses besoins, et de pouvoir aussi embarquer finalement les équipes au sein des établissements, au sein des structures, pour que cette autodétermination prenne sens et soit véritablement la colonne vertébrale de nos organisations et des accompagnements que vous prodiguez. Donc cette autodétermination de la personne, on aura certainement l'occasion d'en reparler en atelier, ou en tout cas un peu plus tard, mais c'est vraiment un des points de cette boussole cardinale qui nous anime tous, y compris dans le projet régional de santé. Le deuxième de ces points cardinaux, finalement, c'est la déclinaison de cette autodétermination dans les projets personnalisés. De la personne, un projet personnalisé qu'on veut, qu'on souhaite, que vous pouvez continuer de mettre en œuvre de manière réévaluée, itérative, construite, pluridisciplinaire, pour faire en sorte que finalement tout au long de la vie, tout au long du parcours et de l'accompagnement, ces projets répondent véritablement au plus profond des besoins d'accompagnement et presque des besoins de vie finalement des usagers que vous accueillez. La troisième boussole, ou en tout cas la troisième vertu qu'on porte avec vous et avec les acteurs, c'est justement comment on ajuste les parcours et comment finalement la pertinence des prises en charge, la pertinence des soins, la pertinence des accompagnements est-elle mise en musique finalement, est-elle là aussi travaillée dans notre système sanitaire, médico-social, prévenir aussi les situations d'inadéquation en hospitalisation, et notamment dans le secteur psychiatrique, et des sujets comme aujourd'hui permettent de regrouper vraiment nos champs sanitaires, médico-social, et c'est très fort et c'est très riche dans ce sens-là. Le quatrième et dernier point sur lequel il est important aussi de réinsister, et non des moindres, et même en 2025, ça reste finalement l'appropriation et l'application des recommandations de bonnes pratiques professionnelles. CRBPP,
j'aurais presque tendance à dire que même en 2025, le sujet existe, il n'est pas saturé, on a encore des marges, on a encore de la progression. On sait qu'effectivement, il y a des sujets pratiques, chapelle, école, des pratiques individuelles. Il faut continuer de lutter contre parfois ces hétérogénéités et on peut, je pense, admettre que ces recommandations ne doivent plus faire débat et s'imposent à nous et leur caractère opposable ne doit pas non plus être on va dire un prétexte ou un écueil ou quelque chose en tout cas derrière laquelle on peut se réfugier. Mais ces recommandations de bonnes pratiques professionnelles, notamment dans le champ TSA-TND, foisonnent. Nous sommes régulièrement rappelés, et sous l'égide aussi d'Étienne Pau, le délégué interministériel TND, eh bien, l'agence est appuyée et accompagnée par également le CRA de manière très volontaire et très pertinente. Eh bien, on va continuer de pousser cette appropriation, cette application des RBPP, peut-être même jusqu'à conditionner, pourquoi pas, l'octroi de crédits nouveaux dans la mise en œuvre, ou en tout cas au regard de la mise en œuvre de ces RBPP et de l'engagement des équipes dans leur appropriation. Donc c'est 4 points cardinaux qui étaient intéressants pour nous, agence, de se rappeler ce matin. De dire aussi finalement que cette mesure 12, elle prend complètement son sens à travers ces 4 boussoles finalement, de pertinence des inéquations, d'adaptation des projets personnalisés, la déclinaison de l'autodétermination de la personne. Donc ça prend vraiment tout son sens de pouvoir travailler ensemble ce matin sur cette mesure 12. Et peut-être en avance de phase, mais c'est important aussi de l'avoir en tête, finalement, elle initie aussi d'autres moments, et à court moyen terme. Cette mesure 12 sera suivie par la mesure 13, dans le champ de l'enfance, pour lequel on a commencé à vous solliciter. Donc je fais aussi un rappel un volontariat pour continuer aussi cette action de repérage au sein des USMS enfance. Et puis de citer également un chantier qu'on a ouvert avec vous également dans chacun des 5 départements autour du service de repérage, diagnostic et d'accompagnement précoce, qui est une entité un peu obscure, pour rien vous cacher. Nous attendons aussi un cahier des charges du national, de la CNSA, pour nous guider dans la réflexion. Mais ce futur de service de repérage précoce, aussi avec les acteurs PCO, CAMS, CMPP, amplifier finalement ce moment qui est le repérage avec un R majuscule. J'en terminerai peut-être aussi à évoquer finalement aussi l'aval, parce que c'est bien de repérer, c'est bien de diagnostiquer, c'est encore mieux d'y répondre et de pouvoir amplifier nos réponses dans le médico-social et avec le sanitaire. Et nous vivons, vous le savez, depuis la Conférence nationale du handicap de 2023, un plan de programmation de 50 000 solutions nouvelles, c'est le nom de ce plan national, avec la déclinaison pour la région des Pays de la Loire de un peu plus de 31 millions d'euros pour décliner des solutions nouvelles dans le champ du handicap et médico-social. Donc ce plan, il est ambitieux, il est dynamique, il est projeté jusqu'à 2030. Et d'année en année, nous travaillons des nouvelles réponses pour justement travailler l'aval, tenter d'apporter ces réponses qui le nécessitent dans tous les champs, enfants, adultes. Et si on regarde un petit peu le plan de travail dans le cadre de la stratégie TND, c'est un peu plus d'une trentaine de projets qui sont proposés à horizon 2030 sur toute la région, sur notre public TSA-TND. Ça représente un peu plus de 9 millions d'euros, 9,7 millions d'euros précisément sur les 31. Donc vous voyez que près d'un tiers de cette enveloppe régionale sera consacrée sur notre public TSA-TND. Et ça représente aussi à peu près, notons la proportion de 250, si on avait un chiffrage, solutions nouvelles, file active ou en tout cas accompagnement, on pourra tenter d'accélérer et encore une fois d'amplifier. La programmation va encore être très large dans le spectre, comme évoqué. Donc c'est la création de nouvelles réponses en milieu ordinaire, en unité élémentaire, autisme à l'école et dans l'inclusion scolaire, mais c'est aussi
des renforts de places, de files actives dans les établissements, qu'ils soient en IME, en foyer d'accueil médicalisé ou en maison d'accueil spécialisée sur les territoires. Alors c'est toujours insuffisant au regard du besoin, hein, on en a je pense tous conscience, mais ça reste un moment important tout de même qu'il convient de continuer de travailler et d'avec vous de développer et de mettre en place pour le public que l'on souhaite encore une fois tous accueillir. Donc voilà, je voulais dire un grand merci pour votre présence ce matin. Je pense qu'elle témoigne aussi de votre motivation, de la mobilisation qu'on peut avoir tous ensemble sur ce sujet-là. On est, je ne pense pas là par hasard et nous avons tous l'intention de travailler sur notamment ce moment fort de la mesure 12 et du public TND. Et c'est aussi l'occasion pour moi de remercier le CRA, officiellement ou globalement en tous les cas, et Mathieu Pichot en tant que directeur, et Julie Bélambert en tant que médecin coordinateur, et l'ensemble de l'équipe du CRA pour votre action. C'est à la fois un plaisir et une chance aussi, je pense, en région Pays de la Loire, d'avoir cette proximité entre nous et d'être dans une relation de travail très riche et très féconde sur nos sujets TND. Donc on va continuer comme ça, et bientôt notre équipe agence sera aussi étoffée par une nouvelle ressource médicale qui nous rejoint et qui peu à peu aura le plaisir de vous rencontrer. Dr Janin ici présent qui nous fait le plaisir de venir en avance d'intégration. En tous les cas, merci pour votre action, merci à vous également bien sûr pour la mise en œuvre de tout ça. Et puis l'agence comme le CRA, on reste bien évidemment à votre entière disposition pour la suite et puis pour nos échanges qu'on peut aussi avoir dans le cadre de nos dialogues de gestion ou des CEPOM, des établissements sur le sujet TND, qui reste un sujet précieux à nos yeux. Merci beaucoup. Merci. Je peux poser une question? Ouais, absolument. Excusez-moi, je suis pas un professionnel, moi je suis Michel Massonneau, je représente Autisme 49. Je vous ai bien écouté. Cette mesure 12, elle concerne les personnes qui sont déjà en établissement, manifestement. Oui. Adultes. Adultes? Oui. Établissements médico-sociaux et établissements sanitaires, psychiatriques. Et je l'ai peut-être déjà dit, mais je remercie aussi, bien sûr, les structures de santé mentale et psychiatrique présentes ce matin, qui amplifient déjà les cohortes de PSM qui ont pu s'inscrire déjà sur les sessions d'avant dans ce cadre-là. Ça veut dire qu'on oublie les personnes qui ne sont pas en établissement, c'est ce que je voulais simplement dire. Non, ça complète, justement. Mais quand on parle de projet personnalisé, quand on parle d'ajuster le parcours et la pertinence des soins, quand on parle d'autodétermination, c'est bizarre parce que moi je connais plein de familles pour lesquelles ces questions-là, il n'y a personne pour s'en occuper. C'est justement l'enjeu à la fois. Alors, c'est pas notre sujet forcément du jour, mais même si ces points-là sont importants en établissement, mais pour les familles qui sont effectivement à la maison, au domicile ou pas forcément accompagnées, tout simplement, c'est justement l'enjeu de nos acteurs complémentaires, les plateformes de coordination, les CAMS, les structures aussi, et effectivement une réponse nouvelle qui est à construire sur le futur service de repérage et d'accompagnement précoce. Donc voilà, il y a des bouts de réponse partout en fait, il n'y a pas une réponse unique, et c'est ce qui est aussi difficile vis-à-vis des familles de ne pas les perdre dans le paysage et de savoir véritablement vers qui solliciter, vers qui orienter, simplifier également aussi. On pourra peut-être échanger pendant la matinée des libéraux, finalement, du monde du médecin généraliste, des libéraux, qui là aussi, ou parfois du monde scolaire, qui ne savent pas vers qui tout le temps se tourner pour demander, une fois qu'on a des prémices et du pré-repérage, entre guillemets, vers qui orienter les familles et quel message délivrer. On a certainement un enjeu tous ensemble de faire connaître et de simplifier nos voies d'accès, finalement, à ce diagnostic, à ce repérage et derrière les accompagnements. Formation des CPTS, formation SPA. Voilà, on pourrait effectivement parler d'un projet par exemple Start Air qui permet aussi aux professionnels libéraux de se former au TND
Et on a de plus en plus de communautés de professionnels libéraux qui, qui de leur propre chef ou en se tournant vers le CRA, l'agence, souhaitent se former ensemble dans les cabinets libéraux pour pouvoir ouvrir un peu le spectre et puis la connaissance du public et pouvoir peut-être mieux orienter par la suite. On reprendra. L'enjeu des ateliers, c'est aussi d'être vraiment dans un échange plus direct, y compris avec l'agence. Et puis on aura un petit temps de questions-réponses aussi après le. Merci beaucoup, Benjamin, pour cet éclairage là des visions et des perspectives côté ARS. Sophie, je t'invite peut-être à me rejoindre également. Donc sur là une vision plutôt même avant déploiement régional. Oui, c'est ça. Sur la Je vais construction expliquer même du un projet petit peu. national. Bonjour à tous. Alors, pas très confortable. Non, mais ouais, tu peux peut-être à côté, si tu veux t'asseoir, Non, mais je vais essayer de bien tout dire, mais c'est vrai que j'ai pris quelques notes. Je vais juste me présenter. Donc, je m'appelle Sophie Liette. Effectivement, je suis aujourd'hui la présidente de l'ADAPELA, ADAPI Loire-Atlantique. Je suis parent, mais je suis aussi membre du conseil d'administration de l'UNAPI. Et à ce titre, je fais partie, j'ai été nommée au conseil national, qui a d'abord été le conseil national autisme du temps des plans autisme, si vous vous souvenez. Après, ça a évolué, première stratégie autisme au sein des troubles du neurodéveloppement, d'accord ? Et puis après, stratégie TND aujourd'hui, en nommant les 4 troubles du neurodéveloppement à côté. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, est nommé l'autisme, le trouble du développement intellectuel, les troubles 10 et les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Qui avant, ils n'étaient pas nommés dans la stratégie précédente. Ce qui veut dire qu'effectivement, c'est important de travailler sous cette grande arche des troubles du neurodéveloppement, dont le terme lui-même, développement, montre que les diagnostics ne sont pas stables, peuvent se cacher les uns les autres et peuvent aussi évoluer dans le temps. Donc en fait, cette question du diagnostic, du repérage, ce n'est pas un moment dans la vie. Voilà, donc ça c'est toute cette évolution qui s'est passée dans le cadre des stratégies. Alors dans le cadre, donc, positionné, donc la stratégie autisme au sein des troubles du neurodéveloppement, comme dans tous les autres plans d'avant, la question, il y a plusieurs comme ça d'espèces d'arlésiennes qui traversent les plans, alors on a notamment les formations, les recommandations de bonne pratique, c'est bien machin qui est toujours pas réglé, mais il y a aussi cette question du diagnostic qui bien sûr a été mis en exergue. On s'est beaucoup attardé, et c'est très bien, sur la question du diagnostic précoce. Donc, se sont développés notamment les PCO, c'est-à-dire que le repérage, et normalement aujourd'hui, si on lit bien les recommandations de bonne pratique, de repérer tôt et d'intervenir tôt, même avant que le diagnostic soit complètement stabilisé, parce que comme vous avez compris, comme c'est un diagnostic qui s'installe dans le développement, c'est pas toujours si évident de repérer, voilà, de pouvoir dire que ça a tel nom ou tel nom, mais en tous les cas, ça rentre dans cette... Donc on s'est beaucoup intéressé à ce diagnostic précoce. D'ailleurs, et puis de plan en plan, de stratégie en stratégie, on dit tout le temps, les adultes, ils sont un peu oubliés. D'ailleurs, à tel point que, effectivement, les filières adultes sont assez peu visibles, puisqu'ils viennent emboliser les centres de ressources dans les consultations adultes, où il y a un tas de gens qui se disent « j'ai un truc qui ne fonctionne pas très bien », mais bon, ce n'est pas forcément un trouble du neurodéveloppement, ni même un autisme. Donc vous voyez, donc en fait, cette orientation des deux. Alors, il faut bien commencer par un bout. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que les personnes adultes, qui sont rentrées dans des établissements médico-sociaux, du coup, qui ont peut-être un parcours médico-social depuis qu'elles sont enfants, elles y sont depuis 25, 30, 40 ans dans ce parcours. Et très clairement, moi, pour être dans le médico-social, c'est clair, quand quelqu'un est rentré dans le médico-social, la question du diagnostic n'est jamais reposée, en tant que tel. Ou rarement, il faut vraiment que la personne, c'est-à-dire que quelque part, il est rentré là, alors s'il est rentré dans l'établissement médico-social, c'est qu'a priori, il a eu, il y a des il fonctionne pas totalement normalement, sinon il serait dans le milieu ordinaire, mais bon, il y a des tas de personnes où finalement, entre handicap biologique, diagnostic biologique, diagnostic social, tout ça, ça se mélange bien, et on ne sait pas très bien, en fait, à qui on a affaire en face de nous. Je pense que les professionnels qui accompagnent non plus ne savent pas très bien à qui ils ont affaire, et qu'il n'y avait pas vraiment de
de possibilités. Ah, j'accueille un tel, enfin, on pouvait le faire au un par un, je me pose des questions sur son fonctionnement, on va redemander une évaluation diagnostique. Bon, il y a des parents qui l'ont fait, mais ce n'était pas fait de façon massive et de façon suffisamment massive pour qu'on se dise que ça devrait avoir un impact, pas simplement sur l'accompagnement de Paul ou de Pierre, mais sur l'ensemble de l'organisation médico-sociale et hospitalière, en tous les cas. C'était ça l'idée du groupe. Donc en fait, quand on a réfléchi, parce qu'à un moment, vous savez, les mesures qui sortent, en fait, elles sont discutées au sein de ce Conseil national qui est donc composé d'associations, d'auto-représentants et d'associations de familles. Il y a à peu près 13 associations. Et puis sinon d'administration centrale, et puis d'experts. Par exemple, aujourd'hui, vous avez les représentants des centres d'excellence, il y a le GNCRA est présent, enfin voilà, des experts du sujet qui siègent, les experts 10, les experts TDAH, enfin bon, bref. On est tous là, donc ça fait à peu près une trentaine de personnes, et du coup, forcément, chacun avance ses pions pour essayer de faire ressortir. En tous les cas, ce pion du repérage, en tous les cas, de l'autisme, chez les adultes, dans les établissements médico-sociaux, avait deux objectifs. Bien sûr, poser de mieux connaître la personne pour mieux agir, et aussi, sans doute, d'accompagner les organisations qui le font, du coup, à se réinterroger sur l'offre globale qu'ils posent. Parce qu'aujourd'hui, avec le taux de prévalence de l'autisme, si on reprend le DSM-3, donc les années 80, en gros, à cette époque, c'était 4 à 5 personnes pour 1000 qui étaient repérées en tant qu'autistes. Donc c'était un handicap rare, voilà, c'était la catastrophe, on ne pouvait rien faire, enfin bon, voilà. Et aujourd'hui, c'est 1 à 2%. Et encore, ce n'est pas des chiffres, il n'y a pas le taux de prévalence, il n'a pas étudié en France. Dans certains endroits où ils essaient de rechercher systématiquement, il y a peut-être des biais, en Californie, ils ne sont pas loin de 4%. Donc en fait, ça n'a plus rien à voir. Et on voit bien que le nombre des enfants qui rentrent aujourd'hui dans les IME ou dans les CESAD, c'est presque la moitié des personnes qui ont un diagnostic d'autisme aujourd'hui. C'était pas du tout, en tout cas, on ne savait pas ce qu'ils avaient avant. Donc en fait, forcément, on se dit qu'il y a des gens qui sont rentrés dans nos établissements, ils sont rentrés en temps, c'est normal, les connaissances, les classifications diagnostiques n'étaient pas les mêmes, donc ils ont reçu des noms de diagnostics qui du coup n'évoquent pas forcément l'autisme, ou pas, psychose, très souvent. Donc est-ce que c'est en lien avec l'autisme, est-ce que c'est vraiment, voilà, on le range dans quoi? Dans un trouble du neurodéveloppement ou encore dans les psychoses existantes? Donc voilà, donc il y a en plus ces diagnostics. On sait que le diagnostic de l'autisme, il est clinique, donc en fait, il y a plein d'autres choses à regarder parce qu'il est clinique et du coup, on sait qu'il peut y avoir une étiologie génétique, donc ça veut dire que s'il y a un comportement de type d'autisme, il faut peut-être aller chercher au niveau génétique si on a des explications, aller chercher au niveau somatique si on a des explications, si on peut agir. Voilà. Donc toute cette question-là, en fait, quelque part, ça a un impact direct sur, l'évolution complète du regard que peut avoir le médico-social ou le secteur hospitalier sur les personnes. Donc voilà, donc c'est pour ça que cette mesure a été mise. Alors après, très légèrement, mesure 37, pas mesure 12 d'abord, mesure 37. Mesure 37, en fait, établissement volontaire, mesure de repérage. Et alors derrière, pas beaucoup d'indicateurs, financiers. 2, comment on fait? Alors il y a vaguement, après, ils se sont organisés, vaguement une échelle, mais repérage, ça ne veut pas dire diagnostic non plus. Donc voilà jusqu'où on va, et si on repère beaucoup de personnes, comment on va faire les diagnostics. Donc vraiment, il y avait ça. Je n'ai pas besoin peut-être de convaincre ici le public que c'est hyper important aussi pour les familles et pour les personnes que cette démarche diagnostique, elle rentre, parce que ce n'est pas l'idée de poser une étiquette, mais que après, même si en soi, elle donne déjà des explications. Je fonctionne comme ça parce que je suis autiste. Donc ça, c'est déjà ça. Mais du coup, ça permet d'aller accéder vers, justement, parce qu'entre-temps, depuis les années 80, puisque même après, il y a quand même, comme le rappelait Benjamin Meyer, il y a eu des recommandations de bonne pratique qui ont été écrites. Donc en fait, aujourd'hui, on sait que la personne, elle est autiste, par exemple, qu'elle a tel ou tel type de fonctionnement, on a des outils. Et qui ne sont pas forcément, parce qu'à chaque fois on dit, il faut des moyens en plus. Alors, c'est pas bien que je dise ça, mais c'est pas forcément vrai.
C'est-à-dire que peut-être, à un moment donné, pour amorcer la pompe, pour peut-être des temps de formation, pour faire de la supervision, voilà, des choses qui sont un peu en plus pour voir si on y arrive bien, mais il y a un tas de pratiques qu'il faut arrêter, hein, et qui coûtent très cher. Comme notamment la prévention et la gestion des comportements problèmes. Si vous n'avez pas mis en place le suivi somatique qu'il faut, la communication alternative et augmentée, l'aménagement des espaces, bah vous pourrez dépenser un fric fou là, pour continuer à accompagner vos comportements problèmes, en plus avoir des difficultés de qualité de vie au travail, parce que c'est pas hyper sympa de gérer toute la journée des comportements problèmes, et puis des familles épuisées qui du coup ne pourront pas non plus. Vous voyez, en fait, l'idée c'est de se dire qu'on investit pour gagner quelque chose, hein, parce que sinon, c'est sûr que si on va demander sans arrêt des moyens à Benjamin, on ne va pas y arriver. Ça ne marche pas. Alors, donc en fait, pourquoi on a décidé, et que vraiment cette mesure, elle est portée, alors même plus parce qu'on a un conseil des usagers au GNCRA, donc là, font partie les associations, notamment 4, alors qui sont plus autisme, voilà, et qui a fait une note pour même renforcer que cette mesure soit vraiment prise en considération par tous les acteurs, parce que finalement, ça oblige à la fois, je pense, bien sûr, les gestionnaires d'établissements et de services. Quelque part, c'est pas juste aller envoyer 2 binômes et puis se dire, c'est eux qui vont faire le boulot. Les binômes, ils sont volatiles, je suis désolée de le dire, mais c'est normal, hein, les salariés ils peuvent changer de travail, voilà, donc ils ne vont pas rester, donc il faut que ce soit vraiment inscrit dans le projet associatif. Alors ici c'est pour l'autisme, mais ça devrait être pour toutes les personnes qu'on accompagne, hein, une personne dont le diagnostic n'est pas suffisamment renseigné, on doit aller chercher. Moi, je pense que dans cette mesure, pour lui donner plus de force, donc je dis l'adhésion et l'implication des organismes gestionnaires de SMS et d'hôpitaux sont essentiels. C'est la gouvernance qui doit être impliquée aujourd'hui. Je ne sais pas, il y a des directeurs généraux ici aujourd'hui. Voilà, je suis désolée, on a essayé pourtant. Hein. Donc voilà, il n'y en a pas, ni le mien non plus. Hein, donc, voilà, mais j'y parle là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de directeur généraux. Et il y a un moment donné, voilà, vous êtes qui là? Vous êtes les binômes en général, j'imagine? C'est ça? Des chefs de service? Ouais, plutôt responsable. Quand même des responsables. Quelque part, il faut que ça aille jusqu'au projet associatif. Enfin, je ne sais pas où vous êtes. Oui, mais il n'y a pas de représentants. J'entends que des salariés, là. Vous parlez de... Enfin, Sophie. Oui, de représentants des présidents. La gouvernance, c'est l'association. La dirigeance, c'est les directeurs généraux. On est d'accord. Le président d'association? Il n'y en a pas. Voilà. Donc voilà. Donc, ce qui veut dire que c'est... Pourquoi? Parce que moi je pense qu'aujourd'hui il y a eu un manque je ne suis pas la seule, parce qu'au niveau du GNC, du Conseil des usagers du GNCRA, on l'a repéré. Je pense qu'aujourd'hui il doit y avoir une information assez forte au niveau des familles. C'est-à-dire que là on a informé, on a dit vous voulez vous engager, c'est qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que les familles elles doivent être informées sur l'intérêt du diagnostic fonctionnel et de ses implications. Or ça n'a pas été fait. C'est un petit peu le même problème qu'a aujourd'hui France Génomique, qui aujourd'hui lance les diagnostics génétiques complets. Vous pouvez tous aller faire votre génome complet. C'est ouvert au TND gratuitement. Alors après, il y a un peu de liste d'attente au CHU, Angers, de Nantes, mais déjà, on peut le demander, parce que ça donne des éléments. Et ce que je veux dire, les familles, à la limite, elles ne sont pas vraiment au courant qu'elles peuvent le faire. Et quel est l'intérêt de le faire? Donc, parce que c'est juste pour elles. Et il y a des intérêts à diagnostiquer. Après, je pense qu'il y a aussi dans cette mesure, il est important, si on veut vraiment, donc comme la mesure 12 et 13, et puis je ne sais pas combien de temps que j'ai bientôt fini, c'est que les cadres doivent avoir les moyens d'assimiler que la prise en compte de l'autisme de leurs résidents ou travailleurs, si c'est travail des heures, va avoir un impact sur la gestion de l'accompagnement de ces adultes, sur leur choix de recrutement de salariés, sur leur politique de formation continue, et donc que ça va bien au-delà que d'engager, de faire un choix, parce que c'est déjà un choix, quelque part, engager des binômes, c'est donner du temps de professionnels, mais qui, comme je le disais, qui risquent d'être très, très solides. Alors bien sûr, là je vais m'adresser à l'ARS, parce qu'elle est là, je pense que voilà, que si on veut s'engager vraiment, on s'engage aujourd'hui dans la mesure 37-12, qui est devenue 12. Alors la 12, elle a un petit plus, c'est repérage et diagnostic. Donc avant c'était que repérage. Ça reste toujours un acte volontaire, donc il n'est pas obligatoire, mais quelque part
pourra être volontaire, y compris si les possibles volontaires sentent que le financeur peut les accompagner. C'est-à-dire que s'ils mettent ça en œuvre, que derrière, s'ils sentent qu'il faudrait développer, je sais pas, à un moment de meilleure communauté de formation, de choses comme ça, que l'agence va être derrière pour soutenir. Alors ça peut être un crédit sur 1 an ou 2, mais ce que je veux dire, c'est que d'être soutenu parce que il y a peut-être aussi des changements architecturaux. Et puis voilà, bon, je pense que j'ai un petit peu dit l'intérêt de cette mesure et de pourquoi on doit y aller. Merci en tout cas. Merci, c'est intéressant et important de repositionner effectivement la mesure là, dans cette stratégie et dans son histoire finalement. Julie, on te laisse la main pour présenter vraiment des éléments régionaux. Alors, si vous n'entendez pas parler, si je parle d'accessoires, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je n'ai pas appris le temps. Donc, moi, je suis coordinatrice régionale depuis maintenant un peu plus d'un an et demi. Ça a passé sur le CRA et je suis notamment à la gestion des projets adultes. Finalement, bien avant la mise en place de la mesure sur la région, j'étais déjà dans le groupe adulte au niveau national. C'était des choses qu'on a déjà échangé et réfléchi avec d'autres CRA. Vous avez déjà bien dans cette mesure-là qu'on a été déployée sur la région. Pour faire suite justement à l'historique rappelé par Sophie Liette, à la suite de la stratégie nationale, il a été décidé que plusieurs CRA pilotes allaient chercher une méthodologie utilisable par la majeure partie des régions pour pré-repérer, repérer et aussi mettre un outil d'évaluation fonctionnelle, en tout cas à minima, dans cette mesure de repérage pour aller plus loin que juste repérer et déjà amorcer ce qui pourrait être fait après le repérage. Donc on a eu plusieurs propositions qui ont été faites. On a eu un temps de travail aussi au niveau national en 2000, juste avant le Covid, enfin, c'était à peu près par là, donc je suis un peu perdue dans les temps, mais où on a validé un peu le process, notamment pour les adultes avec un trouble du développement intellectuel. On a aussi statué que ce n'était pas extrêmement possible de dupliquer dans la population sans trouble du développement intellectuel, et qu'il y aurait sans doute plutôt du cas par cas qui serait réfléchi selon les moyens et les organisations des CRA. 2021, tous les CRA ont la même formation sur la méthodologie et 2022, on lance du coup avec l'ARS plusieurs sessions de webinaires pour diffuser l'information et faire un appel à volontariat. Et donc ça c'était avril-mai 2022 et juin, on a commencé avec quelques binômes tests pour ensuite faire vraiment une grosse phase d'inclusion des binômes fin 2022. La stratégie alors j'ai mis 2021, mais c'est pas 2021, c'est 2023. C'était pour voir si vous suiviez. On a profité du coup là, de cette stratégie TND pour lancer une deuxième vague d'inscription qui a nettement amplifié la mesure sur la région. Donc l'idée est toujours de permettre de repérer, j'ai rajouté un diagnostic, sur la slide. L'idée, et je pense que c'est aussi le message du CRA, c'est que même si on n'a pas toujours les moyens d'aller vers le diagnostic, le repérage, il doit quand même permettre, dans toutes les situations dans lesquelles les binômes sont intervenus, de modifier l'accompagnement, et on voit d'ailleurs que c'est le cas. Il y a eu d'énormes propositions et de créativité, là justement, des binômes sur comment aller plus loin. Et je pense que c'était aussi aujourd'hui pouvoir remercier tous les niveaux d'action possibles là, sur cette mesure de repérage. L'intérêt, on l'a pu le dire, c'est en effet pour la personne sur l'ajustement des parcours, l'amélioration de la qualité de vie, la prévention des situations critiques, puisqu'il vaut mieux arriver en amont qu'en pompier sur les comportements problématiques. Mais c'est aussi et avant tout de se dire que si on comprend mieux, on accompagne mieux, et c'est aussi plus confortable en tant que professionnel de voir ses compétences utilisées avec des résultats possibles et mesurables avec les personnes, que de se retrouver avec des situations qu'on ne comprend pas, qui se répètent et qui favorisent aussi l'épuisement professionnel. Donc je pense que c'est vraiment important de se dire qu'il fallait pouvoir aussi valoriser l'action des professionnels, sachant que
accompagner une personne avec TSA, c'est plus complexe que d'accompagner une personne qui n'a pas de TSA, dans l'absolu. On a eu la chance d'avoir une stabilisation de nos binômes assez rapidement, puisque je pense que je ne sont pas forcément... Ils sont là-bas dans la préparation. Ok, on fait signe. On a eu quelques professionnels qui ont eu des courts temps sur cette équipe support, mais là on est, je pense, depuis 2023, début 2023, tous toujours présents et très actifs. On a 2 professionnels qui sont sur le terrain du côté ouest, donc Sarthe-Mayenne. Ouest, c'est le plus cher. C'est Loire-Atlantique et Vendée, je fais pas très bien la météo, je suis désolée. Et puis sur le côté est, on a la Mayenne, la Sarthe et le Maine-et-Loire. Donc sur l'ouest, c'est un binôme éducatrice psycho, et sur l'est, éducateur infirmière. Et puis moi j'interviens sur l'ensemble de la région sur différents temps, et je suis soutenue depuis 3 ans par ma collègue qui est chargée de mission qualité, parce que même du côté Serra on avait besoin d'un renfort administratif vu l'ampleur administrative qui est aussi associée à cette mesure. Grosse ampleur. On a commencé assez fort, puisqu'on a fait un appel à volontariat, et on a eu 47 établissements qui ont répondu présents en 2022. Donc ça peut être une seule asso qui a plusieurs établissements qui sont représentés, ce qui correspond à 31 binômes formés et accompagnés en 2022. Et ensuite, on a fait une autre session, donc je vous ai dit, en 2024, où là, on a eu quand même un peu une explosion des inscrits, donc c'est quand même extrêmement favorable. Il y a eu beaucoup de mobilisations, y compris des mobilisations d'établissements sanitaires qu'on n'avait pas eu en 2022. Et comme il y en a qui, à un mois près, ont répondu en 2024, on a fait une session de rattrapage cette année. Et donc, on a désormais 128 établissements vraiment en mur, d'une façon générale, inscrits dans la démarche, ce qui correspond à 91 binômes. Alors, on a des binômes, on a des quadrinômes, on a des trinômes. Ce qui a énormément changé entre 2022 et 2024, c'est qu'on a eu beaucoup de chefs de service qui se sont couplés aux binômes. Et ça a vraiment amplifié la qualité aussi d'instauration de la démarche dans les établissements, puisqu'on a vraiment besoin d'un portage institutionnel, pas que, je pense qu'il y a en effet besoin du dirigeant, mais on a aussi besoin vraiment d'encadrement de terrain pour faciliter la mise en œuvre de cette mesure, et justement l'action possible des binômes. Julie, excuse-moi, je vais peut-être juste compléter sur la slide précédente. Le point de départ, ça a été vraiment un travail avec l'ARS, du coup, en 2021-2022, lorsque la stratégie commence à se penser vraiment au niveau national. Après, l'idée, c'est de voir en région vraiment comment on la décline. Et là, la discussion avec l'ARS nous a amené, et c'était, je pense, vraiment une vision de l'ARS, de se dire, nous, on ne veut pas ni faire un choix de territoire donné, parce que certaines régions avaient dit... voilà, on va travailler sur tel petit territoire, c'est là où on veut faire bouger les choses, et puis on verra après ce que ça va donner. Donc certains avaient fait des choix de territoire, et d'autres avaient fait des choix de type d'établissement. L'ARS, vraiment, c'était l'idée d'être grand angle, on essaie de marquer tout le monde, mais par contre sur la base d'un volontariat. Et finalement, cette logique-là, donc ça a été la logique vraiment qu'on a mise en place en 2022, et on a gardé la même sur chacune des phases ensuite. C'est-à-dire que c'est resté toujours ouvert à tous les établissements qui souhaitaient rentrer dans la démarche. Donc on se retrouve finalement à avoir je pense une région, mais on verra ça certainement aussi en conclusion avec notre collègue qui représente le GNCA, Marine, qui est la chargée de projet vraiment nationale autour de cette mesure-là, qui nous redonnera aussi quelques chiffres et quelques données nationales. Mais finalement, on a un enjeu de volume qui est assez conséquent sur la région par rapport à d'autres régions. Il faut l'avoir aussi en tête, cette déclinaison. Et au niveau de l'ARS, vous savez ce que ça représente en nombre d'établissements par rapport au total de la région ? En pourcentage, ça veut dire 1%, 3%? On est à un petit peu moins de 1000 établissements. Alors, je regarde adultes, parce que là, c'est tout le monde. Oui, adultes. Donc là, les adultes, j'ai pas ma partition en tête, donc, mais ce sera plus, oui. C'est plus, oui, ça fait. Du coup, ça. Vous dites qu'il y a 1000 établissements. Mais enfants et adultes, au pire, ça fait plus que 10%. Quoi. Ça fait plus que 10%. Beaucoup plus que 10%, et peut-être. Et après, dans le choix, c'est pareil. On avait un listing d'établissements types
Et en fait, on n'a pas été regardant sur le type d'établissement qui. Et vous avez eu des ESAT aussi, par On exemple a des ESAT, on a. Bah justement, on a. Merci pour la transition. Alors, reprenons la carte météorologique. On a de l'accueil temporaire, de l'accueil de jour, des SAMSA, des SAVS, des équipes mobiles, des PCTE, des ESAT, pas toujours avec les foyers d'hébergement coupés d'ailleurs, des foyers de vie, des masses, des PHV, je ne sais plus ce que c'est. Excusez-moi. Personne handicapée de licence. Oui. Voilà. On a également dispositif de celle-là. On a, depuis la session 2024, des établissements psychiatriques, notamment avec le Sésame et le CH de Saint-Nazaire. Et je sais que j'en oublie un, mais je ne sais plus lequel. Il y a certains CMP qui, au-delà d'établissements, ont vraiment dit nous, on veut s'engager. Donc, on a certains CMP aussi. Et puis, autres, c'est des appellations qui ne correspondent pas au plus gros, d'une façon générale. Mais on a vraiment des profils d'établissements très variés, ce qui fait aussi que dans les temps avec les binômes, ça nous demande aussi de l'ajustement, ça leur demande aussi de partager des astuces qui ne correspondent pas à leur quotidien. Donc, ça demande en tout cas une certaine souplesse. Mais aussi de l'enrichissement mutuel d'une façon générale. Et est-ce que vous avez le nombre de personnes par établissement? Parce qu'il y a des établissements qui doivent être de 20 personnes et d'autres 200. Oui, donc, alors est-ce que on a des chiffres comme ça, mais qui ne sont pas toujours bien remontés. Donc on a des tout petits établissements où il y a 40 personnes, ça on le sait, hein, je pense à des établissements en Vendée, et puis il y en a où il y a des centaines de personnes. Enfin, ça fait beaucoup, ça couvre quand même. C'est des centaines, c'est-à-dire que le binôme, Alors il y a souvent plusieurs binômes quand c'est comme ça. Là encore, ce qu'on a aussi proposé, c'est que c'était aussi aux directions de choisir comment le binôme allait se déployer. On ne pouvait pas choisir la stratégie de déploiement. Est-ce que c'est un binôme pour plusieurs établissements? Est-ce que c'est plusieurs binômes pour un établissement? On a laissé la main mise aux établissements là, dans la gestion d'une façon générale. Si on regarde en termes de couverture territoriale, il n'y a pas trop de suspense. C'est aussi en termes de ratio d'établissements, d'une façon générale. Le 44 est très très représenté, mais on a quand même une représentation des départements plus petits. Alors là, le Maine-et-Loire, c'est pas le cas, mais si on regarde par exemple la Mayenne, la Sarthe et la Vendée, sachant que la Mayenne est arrivée un peu après, puisqu'on avait peu d'établissements sur la première session, même pas d'établissements sur la première session. Donc ils sont arrivés en 2024, les Mayennais. Et quand on regarde le type de profil des binômes, on a vraiment des professions très variées. Hein. Je vous ai pas mis ce qu'il y a dans autres, mais on a vraiment beaucoup de coordinateurs de parcours, par exemple, dans autres. Mais on a beaucoup de professionnels du quotidien, en fait. Je pense que c'est important aussi de se dire que ils ont aussi été valorisés là dans leurs compétences. D'ailleurs, on aura l'occasion sur un stand. Je cherche où sont les. Ils sont juste façon de lumière. Je suis désolée, avec la lumière, je ne vois pas grand-chose. On a vraiment des professionnels du quotidien qui ont été impliqués et on voulait valoriser leur travail, donc ils seront sur un des stands tout à l'heure. On a très peu de médecins qui participent à cette mesure. Ce qui est assez intéressant, c'est des binômes qui sont pluriprofessionnels, qui sont assez complémentaires. On s'est rendu compte qu'il y en a qui travaillaient de jour et de nuit, donc c'est important d'avoir des binômes qui se croisent, sinon ça ne fait pas vraiment binôme. Donc en tout cas, entre la première et la deuxième session, on a pu aussi mettre en avant les freins qu'on avait déjà repérés, et notamment avec l'inclusion de chefs de service dans les binômes, du coup trinômes, c'était extrêmement pertinent. Chaque session s'est suivie de 3 jours de formation pour les professionnels. Donc 3 jours pour les professionnels, ça ne veut pas dire 3 jours pour le CRA, puisque la deuxième journée qui est vraiment sur l'appropriation des outils de repérage, de pré-repérage et de repérage, on décline parfois en 3-4 deuxièmes journées pour avoir des plus petits groupes. Donc on a actuellement animé 12 journées de formation, on a formé du coup 201 professionnels. Et finalement, ça fait 12 professionnels seulement qui ont quitté. C'est pas tant que ça, dans l'absolu, si on parle de ratio de perte de vue, mais qui sont plutôt liés à des changements de fonction ou à des changements d'établissement.
Donc ça fait une grosse masse. Les constats à 3 ans, finalement, ils sont résumés là, il y en a bien plus que ça. Hein. On a pu rencontrer beaucoup d'acteurs de la région. On a pu aussi, notamment avec les échanges sur des situations dans les J2 avec les binômes et d'ailleurs dans les J3 d'une façon générale, mieux appréhender la réalité aussi des établissements, ce qui fonctionne, ce qui est aussi plus difficile. On a pu vivre avec eux finalement les délais de mise en application de la mesure, avec le turnover, avec les difficultés de se libérer en termes de temps, en termes de messages aussi à faire passer quand on est extérieur et qu'on arrive dans une équipe. On a vu beaucoup de créativité et de partage entre les binômes, entre l'équipe support et les binômes. Je pense que ce partage-là, c'était aussi une envie de pouvoir continuer de façon plus intense. Donc on a, à partir de cette année, créé 2 demi-journées deux demi-journées, dont une par région. Bon, je regarde pour pas dire de bêtises. Pour justement continuer là cette émulsion entre binômes de différentes structures qui voient des personnes avec des profils différents. Mais c'est en étant ensemble et en partageant des choses aussi du quotidien qu'on crée de nouvelles choses. Donc c'était vraiment important pour nous de pouvoir leur permettre d'avoir cet espace-là. On s'est rendu compte que le CRA n'est pas très bien connu, voire même pas du tout connu pour la plupart des acteurs, quel que soit le niveau. Hein. Donc c'est l'occasion de rappeler nos missions et d'être mieux interpellés, à la fois dans les situations complexes, sur nos missions d'information, sur nos missions de formation aussi, d'une façon générale. Donc ça a aussi eu un intérêt pour le CRA. On a vu des progrès, ou en tout cas des évolutions dans les accompagnements proposés et vraiment des bénéfices pour les professionnels et les personnes. On a quand même des retours très positifs et je pense que c'est important. Il y en a qui sont forcément moins positifs, hein. Mais on se rend compte que les pratiques changent et ça permet aussi de discuter justement sur la recommandation de bonnes pratiques, sur finalement c'est peut-être pas très cohérent notre façon de définir les objectifs dans un projet d'accompagnement parce qu'ils sont pas réalistes, ils sont pas smart, ils sont pas atteignables, donc peut-être qu'il y a des choses qui peuvent être changées. On a vu vraiment en tout cas des choses évoluer là, ces dernières années. Valoriser les équipes, valoriser les personnes, valoriser les familles aussi. On a des familles qui ont découvert un diagnostic finalement avec des enfants qui étaient bien adultes, voire même très grands adultes d'une façon générale. Et donc c'est intéressant aussi de pouvoir permettre ce changement de regard à la fois des professionnels mais aussi des parents sur ces situations, même des personnes elles-mêmes, hein, on pourra le voir dans les témoignages. Et puis, vraiment, les deux derniers points sont hyper importants. On ne peut pas se passer d'encadrement pour la réussite de cette mesure. Et en effet, il y a des problèmes de moyens, mais il y a aussi comment libérer du temps. Mais je suis quand même très d'accord avec Sophie sur à moyen constant, on peut vraiment faire des fois des choses mieux, en tout cas plus valorisant. Et c'est aussi ce qu'on a pu apprendre là de nos expériences. Même en interne, hein, je pense que ça a été aussi le cas pour le CRA, de voir qu'on est capable de faire plus quand on réfléchit ensemble sur les situations. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais ce sera place sur les ateliers et sur la partie plus précise. Moi, je tiens aussi à saluer à la fois mes collègues équipe support qui sont à côté, qui ne m'entendent pas, mais le cœur y est quand même, qui font un travail de proximité avec des créneaux dédiés pour pouvoir répondre aux besoins des binômes qui n'hésitent pas à décrocher leur téléphone, à recevoir des documents, à les analyser, à être au petit soin. Je remercie beaucoup aussi ma collègue qui fait une organisation incroyable sur tout ce qui va être diffusion d'informations, remontée de données sur lesquelles on s'est vraiment arraché les cheveux ces 3 dernières années. Vous remarquerez que je ne vous ai pas donné de chiffres globaux de la mesure, dans le sens où on avait 128 tableaux Excel à cumuler, des tableaux qui étaient remplis au mieux par les professionnels qui l'ont rempli, mais pour lesquels on n'arrivait pas à faire grand-chose des chiffres parce que tout le monde ne mettait pas la même chose derrière les cases. On sait que globalement, il y a des établissements qui ont jusqu'à 70% de repérage positif, d'autres pour lesquels c'est moins, mais ça dépend vraiment des profils d'établissement.
Et à partir de cette année, et je remercie très fort le GNCRA, on a moins d'indicateurs et ça sera nettement plus pertinent de pouvoir faire remonter des chiffres sur le nombre de personnes qui sont passées par la mesure et qui ont eu un repérage, un diagnostic et lequel à la fin. Mais clairement, c'est extrêmement difficile à extraire. Et pourtant, on a passé beaucoup de temps sur nos tableaux. Mais plutôt que vous donner des chiffres qui correspondent à rien, voilà, vous dire que tous ces établissements-là ont joué le jeu, ont remonté des données, même parfois vides. On leur a dit c'est pas grave, si vous n'avez pas pu commencer, remonter des données vides. Donc il y a eu un temps Excel extrêmement important, même pour les établissements et les binômes, que je remercie encore de leur implication. Voilà. Oui, je voudrais juste, par rapport à ce sujet-là, des familles, est-ce qu'il n'y aurait pas, dans les retours que vous passez, est-ce qu'il n'y avait pas des familles qui avaient quelque part repéré, qui finalement, qui dans leur histoire de vie, n'ont pas trouvé d'interlocuteur pour répondre à leurs interrogations quand la personne était enfant? Est-ce que pour les familles qui sont rentrées forcément dans la démarche à un moment donné, est-ce que ça a été une surprise ou est-ce que ça a donné confirmation à ce qu'ils pensaient? Ça a été extrêmement variable, je pense, selon les territoires, selon les cultures de diagnostic existant aussi sur le territoire. On a aussi eu des refus de certaines familles d'une façon générale, qui ne sont pas si nombreuses. Alors, même si dans mon tableau j'ai du mal à faire la part des choses, on n'a pas tant que ça de refus de famille. Finalement, là, on va être plus en difficulté, c'est quand il n'y a pas de famille. Non, mais là, de refus, ok, mais une fois que le diagnostic est expliqué, forcément, la famille, à un moment, ou le repérage. Le repérage, du coup, est annoncé. On voit que, par contre, il y a un décalage entre la fin du repérage et le temps d'annonce et d'organisation pour expliquer à la famille. Ça, par contre, ça peut se voir un peu sur les tableaux. Mais là encore, c'est... Et en général, est-ce qu'elles vous disent, est-ce qu'elles vous disent ça m'étonne pas, ou est-ce qu'elles tombent des nues? Alors nous, si je peux me permettre, on a l'exemple d'une famille où il est déficient visuel et la maman a toujours eu des doutes sur les troubles TSA. Et en fait, d'avoir posé le diagnostic, parce qu'on l'a réalisé, elle était rassurée et a su dire, je savais qu'il y avait autre chose, mais on ne me l'a jamais dit. Donc, et en fait, elle a changé son accompagnement. Il y a plein de parents, et puis je pense qu'il y a plein de parents qui ont aussi été culpabilisés, pour lequel en tout cas le discours va aussi changer avec le temps. Sur le témoignage, je pense qu'on aura un témoignage où l'adulte explique que ses parents ont mieux compris, sa mère a mieux compris. Oui, après, moi je voulais savoir si en amont. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, quand vous faites, peut-être pas les 74 heures de formation, mais à la journée de binôme, quand l'association s'engage, que du coup les familles, les adultes... Je vais vous laisser un peu de suspense parce qu'il y a une directrice d'établissement qui explique comment elle a mené justement l'information auprès de son établissement et des familles, et je trouve que c'est encore plus pertinent d'essayer de personnes témoigner là-dessus, si ça vous va. Je laisse un peu de suspense pour la suite. Mais je pense qu'en effet, l'implication, et puis même sur les ateliers, on verra à quel moment justement c'est important. Déjà, on n'a pas le choix d'avoir les familles dans la boucle. De toute façon, il n'y a pas le choix. Mais je pense qu'il y a des témoignages qui, du coup, viendront éclaircir justement comment on pourrait faire. Ouais. Donc, du coup, sur la partie d'à côté, il y a 6 ateliers qui sont parfois partagés. Donc, vous aurez un premier atelier. On a la suite. Il y a un premier atelier qui est côte à côte, où il y aura d'un côté l'ARS et ma collègue chargée de qualité qui pourront répondre aux questions sur la stratégie de communication, le pilotage de la mesure et comment on rentre dans la mesure et toute la logistique pour les établissements à suivre. Vraiment la partie administrative, quel temps il faut dégager, à quelle fréquence, comment et autres. Il y aura un atelier sur vous êtes un binôme, vous arrivez dans l'établissement, entre le début et la fin, quelles sont toutes les étapes. La dernière étape, d'ailleurs, je l'ai confiée à mes collègues parce que ça va être sur l'évaluation fonctionnelle et l'accompagnement pour faire des liens. Et donc là, il y aura à la fois la participation de mes collègues d'équipe support, mais aussi de professionnels de terrain qui viendront expliquer la suite, en tout cas comment c'est décliné chez eux. Vous aurez ici dans cette salle des témoignages qui vont tourner. Alors globalement, c'est des séquences qui durent 15-20 minutes, donc vous avez le temps de faire plusieurs ateliers. Vous pouvez commencer aussi par là, peu importe.
Et puis, on vous a mis un mini-stand de documentation et de l'expérimentation, puisqu'on fait des formations avec le CRA. Et donc nos collègues qui sont à la documentation gèrent aussi la partie formation. Donc, vous pourrez poser des questions de formation là et expérimenter ce qu'on peut proposer avant, après, en dehors de la mesure. Voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir tourner. Hein, donc prenez le temps, en plus comme on sera sur chaque atelier, on pourra répondre au maximum à vos questions si on a la réponse. Et à l'inverse, s'il y a des apports que vous voulez faire, on sera aussi ravis de pouvoir enrichir nos idées là sur cette mesure et sa déclinaison régionale.